Salam alaikum, rahmatullah, ta'ala barakatuh, à toutes et à tous. Heureux de retrouver les uns et les autres sur les différentes plateformes sur lesquelles nous intervenons pour donner un certain nombre d'informations. Ça fait pratiquement à peu près 10 jours que j'étais absent. Voilà, donc de temps en temps, il est bon de prendre un petit recul, se mettre un peu en arrière, et puis surtout aller se ressourcer, surtout que le combat que nous menons, c'est un combat à plusieurs niveaux. D'abord, le combat, il est spirituel. Pourquoi il est spirituel? Quand vous n'êtes pas véritablement connecté avec votre Dieu, ceux qui vont passer par le fétichisme, le maraboutage, en un mot, toute forme de sorcellerie, si vous n'êtes pas connecté, il y a de fortes chances que nous prions Dieu de préserver chacun de nous. Il y a certains quand même qui sont tout de suite touchés de plein fouet. Et je rends gloire à Allah tout en bénissant le prophète, le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en rendant gloire et honneur à mes parents, mes géniteurs, ceux qui m'ont béni avant d'aller se coucher. Nous tenons bon par la grâce de Dieu et nous allons mener ce combat tant que le combat il est noble, tant qu'il est juste, tant que c'est pour la bonne cause, nous n'avons pas peur. Parce que si Dieu est avec vous, de qui auriez-vous peur? Personne. Alors, donc souvent c'est bon de rester connecté à ce Dieu-là. Et puis surtout, il y a des moments clés dans la vie d'un croyant, des moments d'articulation. Je vous donne un exemple. Quand vous conduisez votre voiture, arrivez à un carrefour, vous devez virer à gauche, vous clignotez à gauche. Et votre posture, la manière de tenir la direction de votre voiture, la manière d'être assis dans votre véhicule, forcément, il y aura un petit mouvement. Hein? À partir de la colonne vertébrale, le cerveau donne des instructions, la main bouge, les oreilles, les yeux, vous allez tout de suite. Donc, c'est comme ça. Donc, de la manière dont nous vivons, il y a aussi des articulations dans la vie d'un croyant. Des moments où il faut, je ne parle pas des prières, hein, les prières ça c'est obligatoire, ça c'est quotidien, mais il y a des périodes bien précises, hein, que le croyant, n'est-ce pas, est obligé à un moment donné de se plier en deux et puis de chercher véritablement la face de Dieu. Et c'est important pour nous, hein, c'est important pour chacun de nous. Alors, à cela, donc, je pars toujours dans ma ville natale qui est Ségou. Hein? Il y a de fortes chances même que je sois candidat là-bas. Hein? Je suis en train de penser à ça. J'en ai discuté avec mon frère, on a discuté avec certains hauts cadres de Ségou, avec certains guides religieux. Évidemment, je suis en train de viser Ségou pour être candidat aux législatives. Je suis pas trop intéressé par la gestion communale parce que ce sont des casse-têtes, mais plutôt pour l'avancement du pays par rapport à la législation et puis avoir... donc je suis un peu intéressé par rapport à Ségou. Je sais pas ce que Dieu va décider, mais j'en ai déjà parlé avec certaines personnes. On est en train de réfléchir comment on peut rendre cela possible. Voilà. Donc je vais chaque année à Ségou. Voilà, et puis aller me ressourcer et puis recueillir la bénédiction, puisque c'est là-bas aussi que repose mon père. Pour les idiots qui ne savent pas, qui se posent la question s'il est vraiment malien, vous êtes tellement bête. Alors pour savoir que je suis malien, je vais vous donner juste quelques indications. Quand vous entrez à Ségou, après le rond-point de Ségou, l'immense usine que vous voyez à votre droite, posez-vous la question à qui appartient cette usine-là. Ceux qui vont à Ségou, qui connaissent Ségou. L'immense, avant que l'usine ne soit à la droite,
Elle était d'abord à la gauche quand vous rentrez à Ségou. Si vous savez à qui appartient, alors vous serez vraiment malhonnête dans votre petite vie minable et vous posez des questions intelligentes, mais plus des questions de savoir s'il est malien ou pas. Hein? Puisque mon père est couché à Ségou avec ses frères et ses sœurs. Donc, est-ce qu'on a besoin de taper sa poitrine pour dire qu'on vient de Ségou? Pas du tout. Alors donc, ceci dit, j'étais absent pour une bonne cause. D'abord, pour me reconnecter avec mon Dieu, c'est important. Les prières qu'on fait au quotidien ne suffisent pas. Les jeûnes qu'on fait ne suffisent pas. À un moment donné, il faut que vous soyez véritablement connecté à ce Dieu-là. C'est ce que j'appelle le corps à corps avec Dieu, c'est-à-dire le moment que vous créez, l'intimité que vous créez avec Dieu, c'est important. Alors, ceci me permet de commencer mon intervention. C'est vrai que c'est un peu tard, mais comme j'avais pris, je vous ai fait la promesse d'intervenir le lundi. Alors, aujourd'hui, il y avait tellement de boulot du fait que j'étais absent de Bamako, il y avait tellement de choses à faire. J'ai dit, même si c'est 1 minute que je dois sortir, je le ferai. Juste même si c'est 1 minute. Donc, j'ai forcé un peu, sinon, logiquement, c'est demain mardi que je serai véritablement prêt. Il n'est pas encore minuit, il est 23h, je crois, 28. Mais, il est lundi quand même, la promesse, il faut que je la respecte. Alors, je vais commencer d'abord avec Chrissiapi. Merci à Wabako Diabaté. Il y a aussi ça que je mets, on va, avant de continuer, il y a ça aussi qui est là. Hein? Je suis tombé là-dessus. Aïcha connaît. La marche de l'Afrique vers la liberté. C'est ici tu portes ton bazin Super 100, Gessner, 3 pièces. Quand il chante comme ça, là, tu portes le bazin, tu jettes comme ça et puis tu regardes Dieu, tu dis on est dedans et pas en avance. Merci Aïcha Koné. Après on va écouter Inch'Allah si Dieu le permet. Alors je vais commencer juste en disant ceci rapidement, de façon respectueuse à notre jeune frère Chrissiapi que vous connaissez. Alors, j'ai fait exprès pour mettre le nom Chrissiapi pour que lui-même, certainement, écoute. Alors, s'il a des gens qui suivent ce que je fais, peut-être forcément il y a des gens qui le connaissent. Forcément, il est dans une plateforme avec un nom. Peut-être même qu'il nous suit avec un nom que personne ne peut identifier comme étant Chrissiapi avec un compte, n'est-ce pas, fictif. Alors, si tu m'entends Chrissiapi, d'abord, il faut pas croire, c'est-à-dire que ne pense pas que les gens doivent substituer, toi, te mettre à la place de Dieu. Ce n'est pas possible, Chrissiapi. C'est-à-dire que souvent, les enquêtes que tu fais, on a l'impression que quand on t'entend parler, que si on ne fait pas ce que toi tu dis, la misère va s'abattre sur nous. Mais Chrissiapi, avec tout le respect que je te dois, nous, on est monothéistes. Ça veut dire quoi? On croit à la divinité d'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. On respecte le travail que tu fais. Mais la vie des citoyens que nous sommes, des enfants de Dieu que nous sommes, nos vies ne sont pas liées aux enquêtes que tu fais, Chrissiapi. Je ne remets pas en cause la véracité des propos que tu tiens. C'est totalement différent. Je ne dis pas que tu mens, c'est pas ça. Il faut qu'on se comprenne bien quand on parle de Chrissiapi. Parce qu'il y a des détracteurs de Chrissiapi qui disent qu'il ne dit pas la vérité.
Nous, on n'est pas dans le registre de dire qu'il dit vrai ou il dit faux. Mais je suis dans le registre pour dire que Chris Yapi doit faire beaucoup attention quand il s'adresse à l'AES. Parce qu'à l'AES, les trois pays réunis, même si on peut se tromper, c'est à peu près 80% de la population qui est musulmane. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu. Et on croit que c'est Dieu qui détermine le destin de l'homme que nous sommes. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous allez à l'école, quand vous apprenez quelque chose, vous avez vos PhD, n'importe quoi. Alors, il faut adapter la connaissance que vous avez apprise sur les bancs à l'université. Il faut la réaménager et l'adapter à la société dans laquelle vous vivez. Très Yapi, tu fais des enquêtes, mais tu ne l'adaptes pas à l'AES. Tu crois que quand tes enquêtes tu fais, de la manière dont tu fais tes enquêtes pour la Côte d'Ivoire, tu crois que ça s'applique au Mali, ça s'applique au Burkina, au Niger. Tu as tout faux, petit. C'est-à-dire, il faut savoir réarticuler. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'intro. Il faut réarticuler et puis l'adapter à la réalité spirituelle des Sahéliens que nous sommes. Donc, parce que quand on t'entend parler, on se dit, si on ne fait pas ce que Christ Yapi dit, demain matin, c'est fini pour nous. Mais Christ Yapi, ça n'arrivera pas. Parce que, pour qu'Assimi prenne ses responsabilités, c'est pas toi qui as demandé à Assimi Goïta de prendre sa responsabilité. Quand le capitaine Ibrahim a chassé le colonel d'Ameba, c'est pas toi qui lui as demandé. Quand le général Tiani a mis aux arrêts juste, le salaud de Bazoum, c'est pas toi, Christ Yapi, qui le lui a demandé. On est d'accord que tu nous aides. On apprécie que tu nous aides. On est convaincu que ce que tu dis, il y a une part de vérité dedans. Mais ce qu'on refuse et on rejette, c'est de régner notre Dieu et puis remettre notre destin entre tes mains à travers ce que tu dis. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, Christ Yapi. Ça n'arrivera jamais. Les trois présidents sont issus des forces spéciales. Je t'invite, Christ Yapi, comme tu es un enquêteur chevronné, il faut aller, va savoir, c'est-à-dire, va t'informer sur le mécanisme de sélection pour être un élément des forces spéciales. D'abord, un. Deuxièmement, pour devenir leader dans l'élite, c'est-à-dire la crème, le meilleur des meilleurs, il faut que tu aies quelque chose dans la tête, Christian. Je crois qu'Assimi Goïta, c'est un parachuté. Je crois que Traoré, là, c'est un parachuté. Alors, les propos que Traoré tient tous les jours, Christian, toi, tu n'écoutes pas. Mais toi, tu veux que Traoré écoute pour toi. Traoré dit, il y a des erreurs qui ont été commises par le passé. Choguel dit, on est en train de tirer les leçons du passé. Et tu crois que nos présidents là dorment sur leur laurier? Ce qui est arrivé au Mali, Christian, je vais le développer tout à l'heure. Peut-être que tu as fait ton enquête, mais comme je le dis toujours, fais tes enquêtes et puis laisse les analyses à Keïta. C'est un domaine dans lequel il excelle. C'est un domaine où il tape sa poitrine parce qu'il est certain que pour le damer là-bas, il faut te réveiller de bonne heure. C'est pas pour rien qu'il s'appelle lui-même le baobab de Dieu implanté au milieu de l'humanité. Donc, Christ Yapi, prends le temps d'écouter ce que je vais décortiquer. L'attaque s'est passée, je ne suis pas sorti. Mais cela ne t'a pas posé un problème sérieux, Christ Yapi. Qu'est-ce que Keïta dit? Keïta dit, quelles que soient les situations, si je ne parle pas, que chacun passe à ses occupations et que chacun aille dormir. Alors, ce qui s'est passé le 17, est-ce que dans la même journée, le Mali, est-ce qu'il y a une perturbation de quelque chose, Christ Yapi, s'il te plaît? Non. Non. Alors, ce qui s'est passé, Christ Yapi, tu as fait ton enquête, mais il y a quelques éléments de substance qui t'ont manqué. Des éléments cruciaux, des éléments fondamentaux qui t'ont manqué. Qui t'ont manqué autant pour moi. 1. Les attaques qui se sont passées le 17, je n'ai pas parlé. Beaucoup de gens voulaient que je parle. J'espère que ceux qui partagent mes vidéos sur les plateformes sont là. J'espère que ceux qui les partagent sur TikTok, même si moi-même, de temps en temps, je fais sur TikTok, j'espère que vous êtes là.
Ceux qui publient sur YouTube, j'espère que vous êtes là, parce que Facebook, ça devient de la merde, ça devient de la bouillabaisse. On fait sur Facebook, non pas parce que moi, ça m'intéresse de faire sur Facebook, je le fais sur Facebook pour permettre à certaines personnes de pouvoir récupérer ce que je fais sur Facebook et puis les mettre sur leur plateforme. Je ne le fais pas parce que Facebook, j'en ai marre, c'est la merde, ce sont des menteurs. Je vais vous donner, si on a le temps, comment Facebook est en train de se détruire sans se rendre compte. Facebook n'a pas tiré la leçon des sanctions que l'Union européenne a prises contre la Russie. Et le gouvernement américain et les Occidentaux sont en train de mettre la pression sur Facebook pour faire les mêmes bêtises qu'ils ont fait. Et pourtant, ils ont échoué. Je vais vous développer ça si on a le temps. Si on n'a pas le temps, ce sera pour la prochaine fois. Alors, petit Chris Yapi, il faut prendre ton tabouret, il faut t'asseoir et puis il faut écouter ton grand-père. Souvent, tu parles trop, mais tu t'attends pas toi-même parler. Tu parles trop, tu n'écoutes pas quand nos autorités parlent. Tu parles trop, tu ne prends pas le temps de regarder ce qui se joue chez nous. Je n'ai jamais dit que tu dis, que tu mens. Ici, c'est pas l'objectif de ton interpellation. Mais c'est le fait que tu crois que nous devons mettre notre destin entre tes mains par rapport à tes enquêtes. Ça n'arrivera pas. Parce que tu n'es pas Dieu. Seul Dieu détient nos vies entre ses mains et non tes enquêtes. Même si on les respecte, même s'il n'y a pas de vérité dedans. Alors, les attaques terroristes, vous avez entendu ces temps-ci des personnes dire que Abidjan est impliqué dedans. Est-ce que cela, c'est un fait nouveau pour vous et pour moi? Ceux qui me suivez là, vous croyez que c'est nouveau pour nous? Pour moi, c'est un non-événement quand on vient me dire qu'Alassane Ouattara est dedans. Mais c'est quelque chose qui est prévisible depuis toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, donc, perdre mon temps pour dire que c'est Alassane Ouattara qui est l'instigateur, pour moi, c'est des informations que le renseignement malien sait déjà. Que Assimi Goïta sait, que le gouvernement tout entier sait, y compris les deux autres pays de l'AES. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment ça la question. Il y a quelque chose qui les recherchait. Le commanditaire ou les commanditaires, on les connaît. Ceux qui ont financé, on les connaît. Ceux qui sont à l'origine, on les connaît. Mais quel était le but réel? C'est ça qui est un peu flou jusqu'à la date d'aujourd'hui. Avant de continuer, si vous voyez que Chris Yapi parle beaucoup souvent, il a raison. J'ai l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. Ce qui est malheureux, il faut le dire une fois de plus. L'ERTM se bat comme un beau diable. Ne croyez pas que chaque fois quand je sors pour parler de l'ERTM, ne croyez pas que l'ERTM ne cherche pas à s'améliorer. Ah non, 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 non. Mais ce qui est malheureux, l'ERTM pour le moment n'a pas l'honnêteté morale de reconnaître ses limites et dire il faut ouvrir l'ERTM, il faut ouvrir d'autres champs, il faut ouvrir d'autres voies, il faut permettre à d'autres personnes de combler le vide, de fermer le gap. Et ça, c'est de la responsabilité et du ministre de la Communication et du directeur des programmes, le directeur de la rédaction et le directeur général de l'ORTM. Donc, il y a 3 personnes à l'ORTM, en plus du ministre et de ceux qu'ils appellent, je ne sais pas, ils se donnent des noms là-bas. Presque moi, je n'ai pas le temps pour les noms. Et je le dis, le ministre de la Communication, je demande pardon à Assimi Goïta qu'il m'écoute. Je demande pardon à Shogun. Je sais que tu dis, petit Keita, tu parles trop, oui. Mais c'est à raison que je parle, je vous en prie. Demandez au ministre de la Communication de vous remettre sa démission. Wallahi billahi, je jure, dans un pays où les gens sont exigeants, après ce que nous avons vécu comme attaque, et moi,
j'étais à l'extérieur de Bamako. Tout ce que j'attendais, c'est de voir comment l'ORTM va traiter ce document. Comment l'ORTM va traiter cela. D'abord, le départ d'Assimi Goïta, la visite, d'Assimi Goïta en Chine. L'ORTM a volontairement bâclé la communication sur la visite d'Assimi Goïta en Chine. Je répète, l'ORTM a volontairement bâclé la communication de la visite d'Assimi Goïta en Chine. Et le ministre de la Communication n'a pas tiré les leçons. Deuxièmement, voilà une attaque terroriste à quelques jours de la fête d'indépendance. Et qu'il n'y ait personne au sein de leur terre pour faire un débat et tirer les leçons. Et le ministre de la Communication est toujours en fonction. Moi, j'estime, à un moment donné, que le président Assimi Goïta, puisque le ministre ne s'est pas nommé lui-même, c'est par rapport à une mission que le ministre a été choisi. Et au regard des débâcles de l'ORTM, de l'échec de l'ORTM, le premier responsable, c'est le ministre de la Communication. Et moi, je m'étonne qu'il soit toujours en fonction, le ministre de la Communication au niveau du Mali. Monsieur le président Assimi Goïta, je vous demande pardon à cause de Dieu. Il faut démettre le ministre de la Communication de ses fonctions. Il faut renvoyer les 3 directeurs, le directeur général de l'ORTM, le directeur des programmes, le directeur de la rédaction. Il faut tous les virer de l'ORTM. Ils ne sont pas à la hauteur. Monsieur le président, je vous demande pardon. C'est en connaissance de cause et c'est un connaisseur de la communication. Au début, je parlais toujours du directeur de l'ORTM, mais pourquoi j'ai ajouté ces temps-ci la rédaction et puis le directeur de programme? Parce que tous les 3 sont impliqués dans la débâcle. Et le ministre de la Communication, au regard de ces échecs-là, ne tire pas les leçons et interpelle l'ORTM. Et ils sont encore là, c'est comme tout va bien. Alors, monsieur le président Assimi Goïta, Cheikh Oumar Keïta n'est pas l'ennemi de quelqu'un, mais Cheikh Oumar Keïta, il a l'amour de son pays. Après les attaques du 17, le chef d'état-major des forces armées du Mali a fait une mise au point. Il dit qu'il interpelle les personnes qui véhiculent des fausses informations et incitent à la haine sur les réseaux. Donc, et ça, c'est je crois c'est l'état-major, mais c'est le responsable de la communication au niveau de la DIRPA, la communication des forces armées, c'est lui qui a dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas faire ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Mais c'est parce que l'ORTM a échoué, monsieur le président Assimi Goïta. Si l'ORTM avait mené dès l'instant où ça s'est passé, s'il y avait eu des débats, alors, je reviens encore en arrière. Pourquoi il y a, je vais vous montrer une image qui va vous choquer. Il y a un journaliste j'espère que je pourrai vous montrer sa photo. Il y a un petit arabe là, qui est souvent invité sur le plateau de France 24. Vous avez vu que tout le monde s'est acharné sur le gars. Alors, comment France 24 aujourd'hui, ça me fait mal, je vous jure que ça me fait mal. Hein. J'aurais pu parler d'autre chose. J'aurais pu commencer mon émission avec autre chose. Puisque les attaques terroristes, il y a 2 symboles qui étaient visés. Je dis bien 2. 2 symboles étaient visés. Malheureusement, notre enquêteur chevronné, il n'a pas vu ça. Chris Yapi. Alors, le seul qui est capable de faire vaciller Chris Yapi sur ces bases-là, c'est moi. Le seul qui est capable de lui dire, tu as tout faux. Et puis prouver par A plus B qu'il a tout faux. Parce que tout à l'heure, je vais vous démontrer que Chris Yapi, je ne dis pas qu'il a menti. Mais son enquête est passée carrément à côté. Je vais vous démontrer. Ne soyez pas pressés. Partagez, je vous en prie. Partagez, partagez, et puis partagez. Ce qui me fait mal,
la haute autorité a pris ses responsabilités pour chasser France 24, pour chasser RFI, pour chasser TV5, pour chasser LCI. Dans les 3 pays, ça s'est fait. Mais le ministère de la Communication n'a pas tiré les leçons des décisions qui ont été prises par la haute autorité de la communication. Monsieur le Président Assimi Goïta, moi je suis un homme pragmatique. Je suis pragmatique. Wallahi billah, si j'étais ministre de la Communication, j'allais démissionner. Parce que le fait que la haute autorité prenne la responsabilité de chasser des médias étrangers, c'est parce que le média local, le média national a échoué. Quand France 24 fait ses interviews, anime ses plateaux sur le Mali, en retour, que fait l'ORTM? Rien. Que fait le ministère de la Communication? Zéro. Monsieur le Président, à cause de Dieu, si vous voulez Assimi, moi je vous lance un défi. Ne me nommez pas ministre. C'est pas, on dira c'est quoi s'il cherche. Si ça peut m'aider pour aider le Mali, pourquoi pas. Mais Monsieur le Président, mettez-moi 6 mois. 6 mois. 6 mois, Monsieur le Président, je lance le défi. 6 mois. Wallahi billah, en 6 mois, je vais changer le paysage communicationnel au Mali et à l'AES. Ce que nous faisons en ce moment-là, c'est avec nos ressources personnelles. Et j'estime que pour le moment, par la grâce de Dieu, j'ai fait beaucoup. Quand je me déplace à l'intérieur du pays, au Mali, les plus hautes autorités dans ces régions-là me serrent la main et disent merci pour le combat Keïta. La simple reconnaissance de ces personnes-là à travers tout le Mali est une fierté pour moi. Mais c'est avec mes maigres moyens que je travaille. Mais ceux qui ont les ressources de l'État à leur disposition, qu'est-ce qu'ils font? Alors, quand je vais dire encore Shogel, il y a des idiots, des analphabètes ici qui vont sortir pour dire, ah, il est vraiment contre Shogel. Je ne suis pas contre Shogel. Est-ce que Shogel ne voit pas ce qui se passe? Est-ce que Shogel n'entend pas ce qui se passe? Qui pouvait imaginer qu'une telle attaque peut se faire au Mali et l'ORTM va rester silencieux? Assimi fait un déplacement en Chine, l'ORTM est resté silencieux. Alors, maintenant, c'est France 24 qui anime un débat où on entend insulter, dénigrer nos autorités. Le petit gars qui intervient sur les plateaux, le petit arabe là, son visage est partout, son nom m'échappe. Tout le monde son visage est partout. Mais en retour, qu'est-ce que notre média d'État a fait? Et c'est notre ministère, on dit, il faut construire une communication pour l'AES. Voilà un ministère de communication qui a du mal à couvrir le déplacement d'Assimi Goïta en Chine. Voilà un ministère de la communication qui a du mal à couvrir des événements pareils, des attaques terroristes au Mali. Et on dit, c'est ce ministère-là qui doit construire la communication de l'AES. Allah Kandebe. Tabana. Assimi, je ne suis pas contre eux. Mais à cause de Dieu, Assimi, il faut regarder un peu, Assimi. Je sais que tu n'es pas t'impliquer dans les choses, mais pardon, Assimi, il faut regarder un peu. Communication là, ou bien à supprimer Kaboy, quoi. Amé Lafia. Wassim, c'est ça, non? J'ai besoin de sa photo. Quelqu'un peut m'envoyer sa photo, s'il vous plaît? Vous qui avez mon numéro là. Envoyez-moi sa photo. Sur l'intervention qu'il a faite sur France 24 là. Amenez-moi ça. Et puis les gens vont savoir de quoi je parle. Alors, en attendant qu'on m'envoie le lien avec sa photo, ce que je peux dire dans un premier temps, les attaques terroristes du 17, pratiquement 5 jours avant la fête d'indépendance, le 22 septembre,
il y avait deux objectifs précis. Deux objectifs. C'est pourquoi j'ai dit à mon petit Christian, puis il n'a qu'à venir s'asseoir par terre et puis va écouter le Coran qu'il t'a parlé. Il fait des enquêtes, mais il reste mon petit. Lui, il a des hiboux. Moi, je n'ai pas hibou. Pour moi, là, ça quitte en haut. Ça, là, ce moment-là, lui-même qui donne à son serviteur le baobab de Dieu. Christian, puis, où que tu sois dans le monde, il faut t'asseoir par terre et puis tu écoutes ce que je dis. Parce que par moment, tu es un peu zélé. Nous, on ne va jamais mettre notre vie entre tes mains. Nos vies se trouvent entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la première cible de ces attaques terroristes, c'est vrai qu'on a perdu des enfants, on a perdu des jeunes frères. Et, ok, il semble que quelqu'un m'a envoyé, je vais voir. Il semble que des gens m'ont envoyé ça, je vais voir. Je vais vérifier rapidement, quoi. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Voilà, il y a un gars du Burkina qui vient de m'envoyer ça. Merci beaucoup. Merci, mon frère Burki du Burkina Faso. Voilà, merci. Voilà, ce gars-là. C'est cette bêtise mortelle, ce gars. Je voudrais que chacun regarde bien. Voilà, c'est ce monsieur-là. C'est de lui qu'il s'agit. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit sur France 24. J'ai pas envie de faire passer ce qu'il a dit, la bêtise qu'il a dit. Alors, les circonstances, les cibles choisies, le contexte, c'est pas la même chose. Les attaques terroristes, là où leur thème a échoué, là où le ministère de la Communication a échoué et est incapable de tirer les leçons, certes, je sors en retard, mais je vais amener la compréhension de ces attaques terroristes au Mali, à Bamako. Je vais vous amener à comprendre la dynamique, ce qui n'a pas été dit, ce que leur thème ne pourra jamais, à l'état actuel des choses, ce que leur thème ne pourra jamais vous dire. C'est ce que je vais vous donner comme information. Les terroristes, quand ils veulent s'attaquer à vous, dans le cas particulier de ce qui s'est passé au Mali, il y a le contexte dans lequel doit se dérouler l'opération terroriste. Donc, le moment, le timing, ça c'est un facteur. Gardez ça en esprit. Je répète, le moment et le timing. Les cibles choisies, les cibles et les objectifs terroristes ne sont pas les mêmes. Non, non, non. Et beaucoup de gens ont fait la confusion. Mais je ne condamne personne puisque leur thème a échoué. Et le ministère de la Communication a échoué. C'est un mot que je ne voulais jamais utiliser, mais aujourd'hui je le dis, le ministère de la Communication a échoué. Et leur thème a échoué. Parce qu'il est de leur responsabilité d'informer correctement le peuple malien, de donner les bonnes informations. Il y a les cibles choisies et les objectifs. Par moment, les objectifs et les cibles peuvent être la même chose. Mais dans le cas précis, les objectifs et les cibles n'étaient pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'allez pas entendre ça ailleurs. C'est ici. Ici et maintenant. Le pouvoir de Dieu. 1. Les circonstances, vous l'avez vu. C'était dans la ferveur du Maoul. Le Maoul que vous connaissez. L'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un déferlement sur Bamako. Surtout lorsque le prédicateur Chérif Madan Ousmane, lorsqu'il doit faire son travail, donc Chérif Ousmane, chaque fois, c'est le stade du 26 mars qu'il choisit. Donc, il y a plein de gens qui viennent au Mali. Oui, au Mali, il y en a. Et puis surtout à Bamako, puisque c'est à Bamako, à Yirimadjo, qu'il fait pour lui, Chérif Ousmane.
le stade du 26 mars, c'est là-bas. Donc, ce sont des centaines et des centaines de cars que vous voyez. Donc, ils ont profité de cette perméabilité pour s'introduire, puisqu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont pris le temps de préparer. Mais attention, je vous en prie, je suis en train de décrire d'abord le contexte dans lequel a eu lieu ces attaques. Ça, c'est un. Deuxièmement, les cibles choisies. Parce que les cibles choisies ont ce qu'on appelle un impact direct sur les objectifs recherchés. Alors, vous jouez au ballon, il y a un penalty. La cible, c'est le gardien. Il faut faire en sorte que le gardien ne puisse pas avoir le ballon. Il faut marquer. L'objectif, c'est de gagner le match. Mais si vous ratez le dernier penalty, vous perdez le match. Donc, en gagnant le but qui devient la priorité immédiate, l'objectif, c'est de remporter le match ou la finale. Cela vous permet de bien comprendre ce qui est en jeu. Donc, les conditions dans lesquelles ils ont préparé, ils vont jamais dire ça à quelqu'un. Mais les circonstances, c'est lié au fait que il y a eu un déferlement sur Bamako pour venir assister au prêche de shérif Ousmane. Le shérif Haïdara, pardon, oui, shérif Haïdara, les gens sont venus comme d'habitude. Chaque année, c'est comme ça. Il y a des fois, il va dans d'autres régions, mais il y a des fois, il reste au Mali. Et seul parent à Bamako. Et je crois qu'il était à Bamako au stade du 26 mars. Mais moi, j'avais déjà quitté Bamako depuis le dimanche. Moi, j'étais déjà parti. Depuis le dimanche, moi, j'étais déjà assez. Alors, par rapport à la même situation, j'étais déjà à Ségou, par rapport à la même prière, à la même célébration du Malou, moi j'étais déjà à Ségou. Alors, moi je suis parti le dimanche, et vous savez, l'attaque a eu lieu le 17. Alors, ça c'était un premier point. Le deuxième point, ils ont sélectionné des cibles hautement stratégiques, c'est-à-dire le camp de la gendarmerie, l'aéroport international, et puis, je crois qu'ils visaient aussi l'école interarmes de Koulikoro, quelque chose comme ça. Et bon, le petit, il a parlé, vous l'avez entendu, hein. Il dit que ils vont créer, je ne vais pas répéter ce que les petits ont, leurs bêtises. Alors, je vais me limiter seulement à deux sites stratégiques. L'aéroport et l'école de la gendarmerie de Falaye. L'aéroport, c'est à Sénou, Bamako-Sénou. Vous avez vu aussi sur le tarmac, parce qu'à Ségou déjà, je recevais des appels. Keita, c'est pas vrai, les terroristes sont fait ceci, jusqu'au point où j'ai un de mes petits que je respectais beaucoup. Enfin, il a encore mon estime et mon respect, seulement je suis un peu déçu. Prétendre que les terroristes contrôlaient l'aéroport. Non. On peut dire beaucoup de choses, mais Assimi Goïta, au regard de ce qui s'est passé, je crois que il y a beaucoup de décisions, il y aura un chamboulement. Il y aura un chamboulement. Il y a eu déjà, parce que ce que moi je peux vous dire, pour aller à l'aéroport, pour quelqu'un comme moi, parce que je vais très souvent à l'aéroport, pas pour me balader, parce que l'aéroport c'est pas pour voyager. Alors vous voyez, quand vous arrivez, on a mis en place un système de sécurité pour éviter ce que nous avons vécu. Malheureusement, je me rappelle, quand je rentrais à Bamako, tous les postes de contrôle que je voyais, je disais aux jeunes gens, je dis, vous avez appris ce qui s'est passé à Bamako et désolé. Et j'espère que vous êtes sur vos gardes. Et puis je leur donne de l'argent, je dis, allez boire votre thé avec, restez éveillés, restez alerte, ne dormez pas. On a le droit de se poser la question, comment ils ont pu
franchi le cordon de sécurité et puis se retrouver sur le tarmac de l'aéroport jusqu'à aller, comment on appelle ça, le réacteur et des moteurs de l'avion, tout ça autres. Ça fait mal. Je ne croyais pas. Je disais, c'est pas possible. Les images de propagande, je ne veux pas. Jusqu'à ce que les gens m'envoient les images de ce que vous avez tous vu comme moi. Ça m'a fait mal. Ça m'a peiné. Évidemment, le ministre des Forces armées, le chef d'état-major des Forces armées, ceux qui sont chargés du redéploiement des éléments sur le terrain, bon, chacun va tirer les leçons de ce qui s'est passé et faire en sorte que, par la grâce de Dieu, que des dispositions soient prises pour gérer ça. Je vais juste marquer une petite pause. Je me rappelle, l'année dernière, il y avait des contrôles. J'ai écouté très bien, parce que vous savez, le Mali, les gens ont la grande gueule souvent de parler au Mali. Je ne vais pas dire le nom du journaliste ou de l'animateur, mais je crois qu'il y a des gens qui se plaignaient du fait que ils viennent pour prier et là, ils sont trop contrôlés. Alors, j'ai vu un de nos petits là, sur les réseaux, je vois que c'est dans une radio, il parlait, ça juste, enfin, j'ai juste capté quelques secondes, où il dit, on est dans un pays musulman, il faut faire attention avec trop de contrôle, trop de contrôle, trop de contrôle. Ça, c'est un malin qui parlait comme ça. Je ne sais pas si c'est début 2023, ça voulait, début 2024 ou fin 2023. Ça, c'est un malin qui parlait comme ça. Pourquoi il y a trop de contrôle? Il y a trop de contrôle. Voilà la raison pour laquelle il y a trop de contrôle. J'espère que ce monsieur-là sera suffisamment honnête. Suffisamment honnête pour dire il avait tout faux. Mais il ne va pas le faire parce qu'il est malhonnête. Et si jamais il comprend français, j'espère qu'il le fait. J'espère qu'il comprend. Parce que c'est un Bambara qui l'a parlé. J'espère qu'il comprend bien le français. Il pourra sortir pour dire, il donner, il former, il n'y a pas de délégué. J'espère qu'il pourra le faire. Alors, c'est eux-là qui sortent souvent pour demander à nos autorités de ne pas trop contrôler les gens. On va laisser ça. On va avancer un peu. Donc, la planification terroriste, ils avaient choisi les cibles. On va se limiter à deux, l'aéroport et puis l'école des gendarmeries de Faladier. Je ne vais pas rentrer dans les failles de sécurité. Je crois que déjà au niveau de l'état-major, au niveau des forces armées, ils sont en train de revoir tout et tirer les leçons. Donc pour moi ici, ce n'est pas, ça ne sert à rien de rentrer ici même si j'ai des observations, je préfère ne pas les dire. Par contre, les cibles choisies avaient des répercussions stratégiques. Les cibles choisies avaient pour objectif, 1, et l'imbécile que je vous ai présenté là, ici, c'est en écoutant cette bêtise-là que je me suis rendu compte que, mais attendez. Et puis, j'ai laissé tout le monde parler. Je suis allé sur les réseaux, j'ai essayé d'écouter tout le monde. Chacun évolue dans son registre. Mais j'ai vu que personne n'en a parlé. Et c'est hier ou aujourd'hui, j'ai écouté un peu Abdoul Niang, j'ai dit, ah, parce que si vous voulez l'intelligibilité, la haute compréhension,
il y a deux que personnellement, j'écoute souvent. Au Mali, ici, hein, sans manquer de respect à Franklin et à Nathalie, mais ici au Mali, c'est Abdoul Niang et puis Iboussi. C'est les deux que j'écoute souvent. Parce que eux, je peux dire que je me retrouve un peu quand ils parlent. Abdoul Niang et Iboussi. Donc, j'ai écouté Abdoul Niang et j'ai vu que, bon, je dirais pas qu'il fait comme ça. J'ai vu que vraiment il a fait, mais j'étais pas trop satisfait. C'est vrai qu'il a dit des choses, mais bon, Iboussi, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Alors ici, premier objectif des cibles visées. 1. C'est le service de renseignement. C'est Morbokone qui était visé. Le colonel Morbokone, le ministre colonel Morbokone, le patron du renseignement malien. C'est lui qui était visé. On dit Keïta, c'est pas vrai. Comment ça? Si Dieu nous le permet, on va développer. Deuxième objectif, c'était le ministre de la Défense, le ministre des Forces armées et des anciens combattants, Sadio Kamara, qui était visé. Deuxième personnalité. Troisième objectif, c'était d'annuler la célébration de la fête d'indépendance du 22 septembre 2024. Voilà les trois objectifs qui étaient recherchés. Les terroristes n'étaient pas venus pour gagner, pour mener. Non. Ils étaient venus pour s'attaquer à un symbole. Alors, là où j'ai dit que Chris Yapi est passé à côté. Vous vous souvenez que Chris Yapi a fait des enquêtes où il a parlé du patron du renseignement burkinabé, qui est visé par les Ouattara, ils veulent l'empoisonner. Je crois qu'il a même pris sa plume après, il a fait quelque chose d'assuré. J'ai vu, il a parlé de beaucoup de choses. Ils ont fait des sacrifices d'albinos. Tout ça pour, excusez-moi, tout ça pour faire en sorte que le capitaine Ibrahim et le patron du renseignement burkinabé se trouvent en porte-à-faux. Chris Yapi a fait un truc là-dessus, vous pouvez aller regarder. Alors, pourquoi c'est le patron du renseignement malien qui était l'objectif de ces attaques? Je vais vous développer. Aujourd'hui, permettez-moi de bien m'asseoir, aujourd'hui, quand vous regardez de près, vous regardez les Américains, pour vous permettre de bien comprendre la pensée de Keïta. Israël, aujourd'hui, l'État d'Israël est un État terroriste aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. On regarde les crimes que l'État commet. Mais, le Mossad est le service de renseignement, un des services de renseignement les plus performants au monde. Détester Benjamin Netanyahu, détester Israël. Mais le service de renseignement de l'État d'Israël est le meilleur service de renseignement. Enfin, même la CIA, le FBI, ils ont peur du Mossad. Ne me croyez pas, je m'en fous. Allez vous informer. Le M16, le MI6, les Britanniques là, eux aussi. Moi, je peux vous dire au passage, il y a Poutine, le service, le FSB de la Fédération de Russie, le dragon avec 1000 têtes de la Chine, le service de renseignement chinois, et les Américains, tellement ils sont convaincus que le renseignement est le seul moyen de garantir la sécurité dans un État. Donc, quand vous rentrez au sein de la CIA, il y a des sous-divisions de renseignement au niveau de la CIA. Il y a des sous-départements.
au niveau de la CIA. Quand vous prenez le FBI, il y a des sous-départements au sein du FBI. Quand vous prenez la NSA, il y a des sous-départements au niveau de la NSA. Ça, ce sont les 3 grands services de renseignement aux États-Unis. Et la NSA est commanditée directement par le président lui-même. La CIA, le FBI, et c'est un peu sur le bureau fédéral, tout ça autres. Alors, la DGSE, vous connaissez. Si vous n'avez pas un service de renseignement à la hauteur, et puis vous parlez wow, demain matin, ils vont vous tuer. Les blancs, là, ils vont venir vous tuer chez vous. Alors, permettez-moi de mettre ça. Au Mali, au Burkina et au Niger, on a mis en place un service de renseignement qui aujourd'hui, on n'a pas le budget de la CIA, du FBI, de la NSA, du Mossad, du MI6 en Angleterre, du FSB en Russie, du Dragon avec 1000 têtes en Chine, on n'a pas le budget. Mais au regard des ambitions que nous avons, des moyens que nous avons, des objectifs que nous avons, nos services de renseignement dans le Sahel sont les meilleurs services de renseignement pour le moment en Afrique. Avant, c'était chose comme on appelle. Il y a le Maroc aussi qui a l'un des meilleurs services de renseignement. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Mais en Afrique subsaharienne, chez nous, dans le Sahel, dans l'espace, l'ancien espace communément appelé CEDEAO, les 3 pays ont les meilleurs services de renseignement que n'importe quel autre pays. À l'exception peut-être de l'Afrique du Sud. Si on enlève le Maghreb, l'Afrique du Sud, même pas l'Éthiopie, hein, avec le Rwanda, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Rwanda, si vous enlevez ces 2 pays, les services de renseignement de l'AES en Afrique noire, sans compter le Maghreb, l'AES a les meilleurs services de renseignement de l'Afrique noire, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Rwanda. Vous pouvez. Moi, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Moi, j'établis les faits. Alors, ils se sont rendus compte que Morbo Kone, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui agit dans l'ombre. Quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains de nos ministres, ils m'ont toujours dit, Keïta, nous, les soldats, on ne parle pas beaucoup. Parce que j'avais évoqué la question de la communication. Ils m'ont dit, vous faites ça là-bas, c'est bien. Vous en sortez, vous défendez bien. Mais nous, on ne parle pas beaucoup. Et Morbo Kone est le prototype de militaire qui ne parle pas, mais qui agit dans l'intérêt supérieur du Mali. Alors, en attaquant ces cibles stratégiques, de connivence avec la presse étrangère, voilà pourquoi je suis en colère, et cette colère, je demande à Dieu de m'inspirer pour ne pas que cette colère me pousse à dire des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que je suis extrêmement déçu du ministère de la Communication. Extrêmement déçu de l'ERTM. Voilà une planification terroriste avec un soutien logistique communicationnel à l'étranger. On cible des cibles stratégiques, on attaque des cibles stratégiques, et ce petit bâtard-là, ils font la récupération sur France 24 et l'ERTM dort. Et le ministre de la Communication n'a pas un problème avec ça. Et vous voulez que je dise merci? Ah oui,
Wallah, il fait à la camo. Ministre de la Communication à l'ABLA, Monsieur le Président. Parce que l'attaque qui s'est passée là, le ministre a prouvé qu'il n'est pas à la hauteur. Mais tiens, en gros fond. France 24 flène. Voilà qu'à bout de faux. Maté ou mamou faux. Mais orte me bouleke. Orte me joro que la boulé. C'est ça qui est difficile à comprendre. Alors, je dis d'accord, vous n'êtes pas à la hauteur, ça peut se comprendre. Parce qu'on peut... Mais il y a des gens qui sont à la hauteur. Il y a des gens qui demandent qu'on leur tende la main. Il y a des gens qui ont des compétences. Vous pouvez inviter Abaka Siriki dans sa qualité de membre de CNT sur le plateau de l'ERTM pour aller parler. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous pouvez inviter Iboussi, qui est journaliste reconnu. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous pouvez inviter Abdoul Diak à l'ERTM. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous... Moi, je m'en fous. Je ne parle jamais, je ne mets jamais mon nom devant. Si je mets mon nom devant, c'est pour être ministre. Ou bien carrément directeur de l'ERTM, ça dit chasser tout seul. Voilà, village, je rentre à l'ERTM, je fais un ménage total. Je fais un ménage total. Et puis je mets de l'ordre dans la maison. Je vais au ministère de la Communication, je nettoie tous les éléments nuisibles. Et puis je mets de l'ordre dans la maison. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de ça. Les gens nous attaquent. Et on est assis là. On ne peut pas dire. C'est comme si, alors qu'il y a des gens qui sont là. Certes, il y a beaucoup de nos jeunes frères qui ne sont pas allés, si vous voulez, dans l'école des Blancs, mais qui ont la tête pleine, qui peuvent animer des débats en Bambara, en Poulo, en Tamashek, en Dogon. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que... Alors, Assimi a fait quoi à l'ERTM? Ou bien, le Mali a fait quoi à l'ERTM? Monsieur le ministre, il t'a qu'à à la Kama. À qui à la Kama, monsieur le ministre? À qui à la Kama, monsieur le ministre? À qui à la Kama, monsieur le ministre? T'as fait Assimi un décès là, mais barabla. Vraiment, au bécan, on est mieux quoi. Parce que tiens, la bête à taille na tchema. Mon y est là. Parce que mon y a quoi à bécan. Mais am gabara de do, am ba kono. A tableau na joro na kecho, am ba don asiri. Ina fa livre d'are à nyakoro. Am ba don. Parce que mon next market a n'était au joro. Mais je le dis, il y a deux matins de bila et kaboyabe. Mais n'y a-t-il joro là pour le moment. Mais les communications kono. N'y est là. Ou était, n'y est là. Bon. On peut makak, dom na pouida. Baby na yoto. Napo nyana ka juga bene kono. Okay. Ay tafe. Parce que dom na se dona. Wallahi nabi ala che. Malyon be boga kwa sibiye. Ko wortem. Madala o directeur ko ni yira yino do. Parce que amina ke don dola beke. Don dola beke. Bon ala be on des black à couler. Kapman. La voix qui crie dans le désert. Ay sira dobla. Ay abla. Ay fani. Ay adabla. Au banibe. Domina cette dona. Malem tina mo shi la vede. Vous y êtes ortem la kuba ta ortem. Kuba bela ba ko ka yoro datu. Vous établissez la communication. Kuka bege nga ka yoro datu. Akana jesi. Aba yana ta fanta kuma de dotea. Ay sigaya la dildron. Malem kana wila ko. C'est pas la incitation à la haine. Parce que si vous mata kan jami ka churata ka. Où est la haine qui est ici? Itika bara do barabla. Qu'est-ce que ça c'est la haine? Itisi. Où est la haine qui est là? Dia ke kanya before. Di desala ko te munate fo. Debita Dominica wa sono. Au de bene balo. Faso koreru. Faso koreru. Au jora e bi na tisi au ya bla. Kele te. Au desala. Ka fo président desala kele di bala. Premier ministre desala kele robe. Alors, vous voyez ici, donc, l'attaque avait pour objectif d'abord de saper le moral des soldats. Au regard des victoires que nous avons enregistrées. Et maintenant, parce que les gens ont dit des choses, hein, soyons sérieux. Ils ont même parlé, je vais voir si je peux vous faire écouter ça. Je vais voir si je peux vous faire écouter ça. J'espère que je vais voir si je peux vous faire écouter. Il y a quelque chose qu'on a dit ici, que moi je n'ai même pas entendu.
Voilà, c'est ça que je vais écouter ça d'abord. Écoutez ça d'abord. On va écouter ça d'abord. Pour cette édition spéciale, nous avons l'honneur d'accueillir le colonel-major Suleiman Dambélé de la DIRPA. Merci, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation. Écoutez très bien. Dans des situations de crise urgente, comme celle que nous avons vécue ce mardi 17 septembre, quelles sont les réactions appropriées que la population doit adopter? Regardez la question du monsieur. Dans des situations de crise actuelle telles que nous l'avons vécu le mardi 17, quelle doit être la réaction de la population? Mais ce monsieur-là, c'est pas un journaliste de l'ERTM. Alors, moi, je me pose la question, et puis le ministre de la Communication, il est assis, il voit, et puis il est content, il ne voit pas qu'il y a le feu à la maison, il ne voit pas que ça ne marche pas, il ne voit pas que l'ERTM a un sérieux problème. Et le ministre, c'est pas, lui là, c'est pas un journaliste de l'ERTM. C'est pas un journaliste de l'ERTM. Est-ce que ce n'est pas l'ERTM qui devait faire le travail que le monsieur est en train de faire là? Ça, c'était pas le travail de l'ERTM, ça. Et puis le ministre, il est assis, il n'a pas de problème avec ça. Monsieur le ministre, bon, on a qu'à cogner la dame. Que d'éviter de partager des messages de haine et de fausses informations, car cela peut pousser la population à se tromper d'ennemi et à chercher à faire justice elle-même. Pour qu'on en arrive à ce point-là, quel a été le rôle du ministère de la Communication? Parce que le ministère de la Communication doit travailler à ce qu'on appelle comment on appelle ça? La solidarité gouvernementale. La solidarité gouvernementale veut dire quoi? La solidarité gouvernementale veut dire que les ministères, il y a un certain nombre de ministères, sur l'ensemble même de tous les ministères, doivent collaborer avec le ministère de la Communication. Vous savez, moi, je ne sais pas comment nos présidents choisissent souvent les ministres de la Communication, parce qu'on a l'impression que c'est un ministère où on peut mettre n'importe qui là-bas. Alors que c'est le ministère le plus sensible. C'est le ministère. Pourquoi vous croyez que la Grande-Bretagne dépense des milliards de livres sterling dans BBC? Pourquoi vous pensez que les Américains dépensent des milliards de dollars dans la communication? Pourquoi vous pensez que dans chaque pays, les gens dépensent... Donnez-moi une seconde. Pourquoi vous pensez que dans chaque pays, les gens dépensent des milliards et des milliards pour la communication? Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Mais chez nous, j'ai l'impression que le ministère de la Communication, on peut nommer n'importe qui là-bas. Ça veut dire que c'est un ministère, mais souvent, on ne calcule même pas. Mais alors que c'est ça qui fait chuter tous les présidents. C'est ça qui fait tomber tout le monde. C'est le concept que le petit blanc a mis dans la tête de leurs dirigeants. Ils ont banalisé la communication chez nous pour que eux, leur communication là, puisse avoir de la place dans le cœur, dans les familles des pays africains qui veulent contrôler. Ils nous disent, communication, laissez-nous, on va faire votre communication pour vous. Rappelez-vous, il y avait des radios qu'on appelait Africa numéro 1, c'est ça, qui était au Gabon, je crois, mais qui était pilotée depuis la France. Africa numéro 1, c'était la radio de la France-Afrique. Alors, jusqu'à une certaine époque, RFI était la radio mondiale par excellence. France 24, TV5 Monde, TV5 Afrique. Tant que nos présidents ne comprendront pas qu'il faut redéfinir véritablement la communication dans nos pays et prendre en main véritablement la communication et en faire une image, on a tout perdu. Je vous donne un autre exemple. On va revenir sur ça, hein, ne soyez pas pressés. On va revenir ici. On va revenir sur ça. Alors, les États-Unis ont fait quelque chose ces derniers jours. Je vais mettre là en anglais, c'est pas grave, je vais traduire pour vous en français. Je vous fais écouter.
Facebook owner Meta has said it was banning Okay. RT and other Russian state media networks from its platforms, claiming the outlets had used deceptive Oh non, non, non. Donne-moi une seconde. Hein. networks from its platforms, Voilà, c'est ça que... claiming the outlets had Ok, vous connaissez ça, non? Attendez, je vais agrandir un peu. Vous connaissez la RT? La RT, là, qui est une télévision, une chaîne de télévision russe. La RT. Vous la connaissez, la RT? Alors, la Russie a compris. Au début, la Russie ne comprenait pas grand-chose dans la communication. Et la communication occidentale était arrivée à polluer l'esprit, le cœur des Russes. Donc, les gens ne pensaient que occidental, occidental. Poutine dit, non, la communication est une arme dangereuse, plus efficace que la bombe atomique. Donc, Poutine a récupéré la communication. Il a donné les moyens conséquents à la communication. Et la Russie s'est implantée partout dans le monde. Mais là, les Américains, ils ont une arme pour les combattre chez eux, la RT. Alors, ils disent, la RT est en train de faire la propagande. La RT fait la désinformation. La RT est en train d'influencer les élections aux États-Unis parce que la dame là, la vérité commence à sortir sur elle. C'est une menteuse. Les Américains appellent ça chez eux fraude. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, c'est le mensonge, il n'y a pas de vrai dedans. Alors, la RT a été ciblée avec Sputnik. Pas seulement aux États-Unis, en Europe. Alors, posez-vous la question. Pourquoi, au lendemain de l'offensive russe, à travers l'opération spéciale en Ukraine, que l'Occident, les Européens, ont décidé de bannir toutes les chaînes de télévision et de radio russes en Europe. Les Américains en ont fait. Il y a d'autres pays qui sont en train de faire la même chose. Parce que la communication est la seule arme qui vous détruit sans tirer un coup de fusil. Comment jusqu'à présent, on n'a pas encore compris ça et on confie la communication à des gens qui, à mon sens, n'ont pas encore compris leur travail, c'est-à-dire leur fonction, ils ne maîtrisent pas encore. Alors, si vous dites qu'ils ne connaissent pas, vous avez insulté. Mais dit, ils n'ont pas encore compris. Ce n'est pas insulté, la réalité est là, puisque les faits me donnent raison. Alors, pourquoi la communication dans nos États, on continue encore de négliger l'aspect de la communication? Pourquoi? Vous connaissez la chaîne de télévision El Jazeera. El Jazeera a dominé le monde. Quand les Arabes, là, je ne sais pas, c'est quel pays là, El Jazeera, c'est où? Donnez-moi le pays là rapidement. El Jazeera. Quand El Jazeera, ils ont dit, on a tout, mais on n'a rien. Ah, les gens disent, ah, parce que eux, ce sont les rois, les émirs, tous ces autres là, non? Ils disent, ah, on comprend pas. On a tout, on n'a rien. Il dit, tant que le Qatar, merci beaucoup. Non, c'est pas Dubaï, c'est le Qatar. Merci beaucoup, c'est le Qatar, voilà. Alors, regardez El Jazeera. À peine El Jazeera a été créé, est-ce que vous avez une idée des milliards de dollars qui ont été injectés pour que El Jazeera soit établi dans pratiquement toutes les grandes capitales dans ce monde-là? El Jazeera. Et El Jazeera aujourd'hui, c'est grâce à El Jazeera qu'on a vu que les terroristes allaient se soigner en Mauritanie. C'est grâce à El Jazeera qu'on a des informations. Donc El Jazeera donne le micro à tout le monde. Et le Qatar s'est imposé dans le monde à travers El Jazeera. Comme chez nous encore, on décide de prendre notre souveraineté en main et l'aspect de la communication, on néglige. On donne à des personnes, on se rend compte que le travail qu'on leur a demandé n'est pas atteint. Moi, je pense que le ministère de la Communication
et l'ORTM ainsi que toutes les sous-directions, c'est de leur donner un délai. On vous nomme pour une période de 6 mois. On n'a pas un résultat, vous partez. Moi, je pense que si le ministre de la Communication peut-être avait été nommé avec cet agenda de 6 mois, il y a longtemps, on avait déjà un autre ministre. Il y a longtemps, ou bien peut-être, mais parce que tant que les gens ne comprennent pas qu'ils sont assis dans un fauteuil éjectable, le résultat souvent prend du temps. Et le temps, c'est quelque chose pour le moment que nous n'avons pas. Puisque les autres ont une avance sur nous. Quel est le problème? Du moins, pourquoi vous ne pouvez pas appeler ceux qui maîtrisent mieux pour qu'ils donnent du contenu à nos communications, à nos messages, à nos informations? On continue. C'est-à-dire leur thème même là, ils s'en foutent. C'est comme à l'époque de ATT, paix à son âme, à l'époque de, comment on appelle, non pas Moussa Traoré, l'autre, Konaré, Bou, Ibeka, Bou. On va où? Leur thème est là, ils se réveillent, les gens se réveillent, ils se maquillent, ils vont s'asseoir, ils portent leur veste, on prend vidéo, on coupe petit, on met sur YouTube, c'est terminé. Voilà la communication de leur thème. Et le ministre, il est assis, il est content avec ça. Alors qu'il y a un département au ministère de la Communication chargé du numérique. Et on n'a développé aucune plateforme numérique au sein de l'ERTM. C'est-à-dire, développer une plateforme numérique de l'ERTM où les gens, prenez l'exemple en Côte d'Ivoire. La RTI l'a bien réussi en Côte d'Ivoire. NCI l'a bien réussi. Et les autres chaînes de télévision. Quel est le problème avec nous au Mali? Pourquoi on ne peut pas? On n'aime pas Alassane Ouattara, mais au moins ce qui est bon chez lui, on n'a qu'à regarder et puis on va copier un peu. On n'aime pas la France. Au moins on n'a qu'à regarder ce qui est bon chez eux en communication, on copie un peu. On n'aime pas l'Amérique, mais regardons ce qui est bon un peu là-bas en communication. Même les Arabes qui sont arrivés les derniers, et tous ont développé des chaînes de communication, de télévision, de radio impeccables. Et jusque-là, on n'a pas encore compris que la communication, c'est la seule arme qui nous permettra de combattre sans tirer un coup de fusil. On n'a pas encore compris. Mais c'est malheureux puisque les terroristes, c'est leur arme. Puisque nos autorités même disent, ne faites pas la propagande des terroristes. Hein? Donc on se rend compte que la communication a un effet. Alors, si on ne dit pas, alors, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, ne faites pas la propagande des terroristes. Ça, c'est 100% d'accord. Mais en retour, qu'est-ce que nos médias font pour combler le cap? Parce qu'il y a un vide qui est là. La nature aura du vide. Alors, l'attaque, je reviens encore sur l'attaque. Je vous laisse juste une parenthèse que je voulais ici ouvrir pour que vous compreniez bien. Alors, l'attaque, c'est quoi? L'attaque dit l'école de la gendarmerie, l'aéroport. Alors que nous savons que le service des renseignements récolte les informations, les filtre, et puis remonte à l'état-major. Enfin, je ne vais pas vous donner toute la démarche parce que c'est pas intéressant souvent de développer tout ça sur les réseaux. Alors donc, c'est là que ce petit bâtard-là est sorti, et puis il s'est attaqué à Bourbon-Koné, le gars de France 24 là. Donc l'objectif, en fait, je repose, était de salir l'image de Bourbon-Koné, le ministre Bourbon-Koné, à travers les cibles attaquées. Il faut remettre en cause le professionnalisme, la compétence, la rigueur du renseignement malien. Donc, ces attaques-là, le premier objectif, je vous ai dit, une action terroriste, il y a les circonstances, c'est-à-dire ce qui entoure, ça c'est autre chose. Il y a les cibles choisies. Mais à travers les cibles choisies, quels sont les objectifs qui sont visés? Les cibles choisies nous ramènent à des objectifs visés. Et le premier objectif visé, c'était le ministre, le colonel Bourgo, et le colonel Sadio Kamara. Dieu merci, je répète, Dieu merci. C'est pourquoi je dis à Christian, nous, on croit en Dieu, on respecte ton travail, on sait que tu dis la vérité, mais tu ne pourras pas nous faire changer d'avis
c'est-à-dire de ramener notre croyance à tes enquêtes, ça n'arrivera pas. Mais ce que Christ Yapi ne semble pas comprendre pour le moment, dans le Sahel, je le dis, je suis le seul à le recadrer, je vais le recadrer proprement. Christ Yapi, ce qui te manque dans le Sahel, c'est que tu n'as pas encore compris que les populations du Sahel font un avec leurs autorités. Si la population malienne n'était pas pour Assimi Goïta, pour la transition, comment on veut faire croire? Les sons de cloche seraient différentes. Alors, pourquoi ici? Pourquoi ici? Je vous amène à... Pourquoi ici? Attendez, je vais faire écouter ce qu'on écoutait tout à l'heure, là, on va reprendre. Pourquoi ici? Pour cette édition spéciale, nous avons l'honneur d'accueillir le colonel-major Suleiman Dambélé de la DIRPA. Pourquoi le colonel Dambélé de la DIRPA dit il faut éviter de désinformer le peuple parce que la population était sortie, révoltée et très remontée contre les terroristes. Alors, tant que le peuple sera un avec ses dirigeants et tant que les dirigeants seront dans la réalisation des objectifs que le peuple leur a assignés, alors ces dirigeants-là, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront toujours protégés par le peuple. Nos présidents savent qu'ils ne sont pas éternels. Ils savent que du jour au lendemain, comme chacun de nous, on va se coucher. Mais ils ne vont jamais, jamais trahir nos peuples, notre patrie. Assimi l'a dit en Chine, et le peuple l'a rendu à Assimi au Mali à travers ces attaques. La réaction du peuple a été spontanée. C'est vrai, je ne suis pas un officiel. J'avais peur, d'abord et c'est pas la première fois. Vous avez vu quand ils avaient attaqué la base militaire de Sekati. Vous voyez la base militaire ici, là, où se trouve Wassimi Loge, là. Vous avez vu que la population est sortie. Ils ont même fait un communiqué encore pour demander à la population de faire beaucoup attention parce que souvent, ils sont en civil, les terroristes sont en civil, on ne sait pas trop qui est qui. C'est la population même qui a attrapé les terroristes, les a attachés et puis les livrés aux militaires. C'est la même chose que nous avons vécu ici. Donc la population aujourd'hui, tant que nos dirigeants seront dans cette dynamique de travailler pour le peuple, ils seront toujours soutenus par le peuple. Maintenant, on voit que l'attaque terroriste a échoué. Parce que cette attaque terroriste a renforcé la confiance du peuple au gouvernement. Et le gouvernement a renforcé sa confiance à la sécurité intérieure, à la sécurité d'État, qui est pilotée par le ministre-colonel Borbokone. L'objectif, c'était de dire que le renseignement malien a failli. Ce qui est faux. Je vous ramène en arrière encore pour que vous compreniez bien le rôle crucial de Borbokone. Je ne vais pas vous amener en Ukraine, mais on va rester dans le Sahel. J'ai pas envie de dire, le Sénat, pour ne pas dire le Congrès, bon, c'était ce qu'on appelle le comité conjoint, c'est-à-dire les sénateurs et puis les représentants de la Chambre, c'est le Congrès. Donc, il y a ce qu'on appelle le département de défense du Congrès qui posait des questions au chef du renseignement américain, au renseignement militaire. La question qu'ils ont posée, comment vous n'avez pas vu venir les changements de régime dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger? Comment vous pouvez expliquer ça?
Et les Américains n'ont pas accepté. Les Américains, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ont du mal à comprendre comment, avec ces milliards investis dans les logiciels pour intercepter les communications, comment ils n'ont pas vu ça venir. On a vu la même chose avec le Sénat français, où ils ont appelé tout le monde pour aller justifier comment ils n'ont pas vu venir ce qui se passe dans le Sahel. Mais c'est pas le Premier ministre qu'ils ont appelé, hein, même si cela aurait été normal, mais ce sont les responsables, ceux qui ont la gestion de la responsabilité du service de renseignement. C'est eux qu'on a appelés pour poser ces questions-là. Comment ils n'ont pas vu venir? Alors, quand les gens veulent attaquer Borbokoni, enfin, c'est leur objectif, c'était ça, Dieu merci. Beaucoup ne l'ont pas vu, mais ce sont des trucs qui sont en train de préparer contre notre renseignement. Alors, comme Dieu fait toujours faveur à son serviteur, je sors pour anticiper. Ici, comme je sais aussi que les mêmes services de renseignement sont connectés avec des faux comptes pour me suivre. Ils savent qu'ils sont là, je sais qu'ils sont là, ils vont m'écouter avec des faux noms, des faux comptes. Alors, si chez vous, avec les milliards que vous avez, les milliards d'euros, les milliards de dollars investis en logiciel pour espionner chez nous, vous n'avez pas vu venir le changement de régime. Et c'est pas tout, hein. Le président Donald Trump a échappé à 2 tentatives d'assassinat. Les gens, aujourd'hui, nous disent que c'est le Secret Service qui a échoué. Ça, c'est leur responsabilité. Mais pourquoi la NSA n'est pas directement impliquée? Pourquoi le FBI, ça c'est local, la CIA, ça c'est à l'extérieur des États-Unis. Pourquoi la NSA ou le FBI ne sont pas entendus? Comment ils n'ont pas intercepté de communication? Alors, donc ça c'est une réalité. Alors chez nous ici, je ne dis pas que nous devons dormir sur nos lauriers. Je dis que le travail du ministre colonel Borbokoni n'est pas un petit travail. La collecte d'informations. Et n'oubliez pas aujourd'hui que les attaques terroristes au Mali, ce n'est plus, même si c'est revendiqué par un groupe terroriste, la planification, ce n'est pas ce groupe-là qui l'a planifié. Ça, c'est un autre élément que je vous donne. La planification. La Côte d'Ivoire était impliquée. L'Ukraine était impliquée. L'Algérie était impliquée. La France est impliquée. L'Union européenne est impliquée. Nous, on ne cherche pas à justifier nos erreurs. Non. On parle en fonction des faits. Et je le répète. La planification de cette attaque-là, ces attaques-là, j'ai pris le temps de regarder les armes des enfants. Les armes des enfants. Le petit qui parlait, vous lui donnez quel âge? Regardez la Kalachnikov qu'il avait. Mais ce sont des Kalachnikov qu'on a achetés sur le marché le marché noir. Des Kalachnikov où ils ont effacé les numéros de série pour ne pas qu'on puisse remonter la trace. Donc la Kalachnikov, les lance-grenades, les lance-roquettes, tout ce qu'ils avaient, ces armes lourdes qu'ils avaient, ont été achetés sur le marché noir. Aujourd'hui, les groupes terroristes dans le Sahel, avant, leur source de revenus, c'était quoi? C'était les kidnappings, c'est-à-dire les enlèvements, les prises d'otages. Et puis la vente de drogue. Alors, comme l'AES a pris le contrôle de son espace, la drogue ne descend plus dans nos pays. Soyons honnêtes de le reconnaître. La drogue ne descend plus dans nos pays. Les prises d'otages, aujourd'hui, sont rares dans le Sahel. Et même les Américains ont reconnu ça, que les prises d'État sont rares. Donc, qui finance alors? Il n'y a pas prise d'otage, il n'y a pas vente de drogue. Qui finance? Comment ils reçoivent le financement? Et les armes, ils les reçoivent comment? Ce sont les nouvelles armes que ces enfants avaient, je vous en prie.
allez-y et puis regardez bien l'arme qu'ils tenaient. C'était de nouvelles armes. En d'autres termes, c'est comme si c'était des armes qui n'avaient pas encore été utilisées. Alors, donc, les gens ont mis les gros moyens. Et n'oubliez pas que le renseignement ukrainien a dit il y a d'autres résultats à venir. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Que l'Ukraine a dit il y a d'autres actions à venir, d'autres résultats à venir. Et vous croyez qu'on n'a pas pris ça au sérieux? Il y a des failles de sécurité sur lesquelles je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je laisse la responsabilité à l'état-major, au ministère de la Défense, de tirer toutes les leçons et de prendre les décisions appropriées. C'est pas à mon niveau de développer ça. En ce qui me concerne, c'est de présenter la situation et de faire une analyse. Et ici, l'un des objectifs recherchés, c'était de créer cette fracture entre le président Assimi Goïta et ses deux hommes clés au niveau de la sécurité du Mali, le colonel Sadio et le colonel Moribo. Dieu merci, ça a été un échec. Assimi, c'est pourquoi je dis à Christian Pi, si tu ne sais pas qui sont nos présidents, il faut apprendre à les connaître. C'est pas des analphabètes, c'est pas des petits, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Il faut arrêter ces bêtises là, petits. Nos présidents, ce sont des éléments de force spéciale. Ils ont ça dans la tête, ça marche. Alors, revenir sur Alassane Ouattara, évidemment, on va le faire. Donc, l'objectif premier a échoué. Créer une dissension, une fracture, une tension entre le président et ses deux hommes clés, à savoir le patron du renseignement et le patron du ministère des Affaires de la Défense. Deuxième objectif recherché, c'était de créer la psychose à tel point qu'on va annuler la célébration de... Bon, j'aime pas trop le mot anniversaire, indépendance, j'aime pas trop, mais on va utiliser quand même. C'était de créer la psychose au point d'annuler la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Ils ont échoué à ce niveau. C'était un objectif. Ils ont échoué. Et les représentations diplomatiques au Mali, j'ai pas fini, hein. Les représentations diplomatiques au Mali ont toutes répondu présentes à l'invitation du ministère des Affaires étrangères pour assister à la prise d'armes au défilé militaire, n'est-ce pas, qui a eu lieu le 22 septembre. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres, s'il vous plaît, rappelez-vous que l'ambassade américaine avait émis, écoutez très bien, l'ambassade américaine avait émis, ou du moins envoyé des messages à certains Américains de faire très attention ces temps-ci. L'ambassade avait fait. Et pire, voilà ce que l'ambassade a fait. Je veux bien qu'on écoute le colonel, le directeur de la DIRPA, mais il y a quelque chose que je vais vous faire ici. Voilà. Dieu merci. Ce dont je parlais là par rapport à Moribo là, écoutez, après l'attaque, voilà ce que les Blancs ont fait. Alors, comment je vois que le ministère de la Communication n'est pas en mesure de relever le défi, leur thème n'est pas en mesure de relever le défi, j'ai dit au président Assimi Goïta de libérer le ministre de la Communication et puis tout son staff, et puis le directeur de l'ERTM, le directeur des programmes, le directeur de la rédaction, et tous nos partis. N'importe quel État sérieux, disposant d'un service de renseignement, digne de ce nom, doté des moyens humains et matériels, aurait pu renseigner en amont des attaques. Voilà, vous voyez, quand ils ont planifié, c'est pourquoi j'étais en train de vous parler de ça, sans savoir même qu'il y a un article sur ça.
Voilà ce qu'ils ont écrit. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez très bien, je vais reprendre. N'importe quel État sérieux, disposant d'un service de renseignement digne de ce nom, doté des moyens humains et matériels, aurait pu renseigner en amont des attaques. Dans un État qui évite les surprises désagréables de ce genre, les agents de renseignement ne sont pas uniquement des hommes en veste. Alors, voilà quelqu'un qu'on a payé. En fait, c'est pas quelqu'un qu'on a payé. Voilà un compte qui existe pour dénigrer Bourbon-Koné, pour rabaisser le renseignement malien, pour salir, pour ternir l'image du renseignement malien. Mais ces idiots qui ont écrit ça, ou bien cette bêtise morale intellectuelle, cette déchéance qui a écrit ça, alors je voudrais bien qu'elle retienne ceci. Le 11 septembre 2002, aux États-Unis, Ben Laden a fait tomber les 2 tours jumelles. Est-ce qu'il y a un service de renseignement au monde avec un budget qui atteint celui du FBI, de la CIA, de la NSA? Non. Mais Ben Laden, on a vu. Les 2 tours jumelles à New York. J'ai des amis qui ont échappé de justesse. Ils disent à peine ils sont partis. Il y a eu l'attaque. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, le président Donald Trump a échappé à 2 tentatives d'assassinat. Est-ce que le renseignement américain a été interpellé? Normalement, le directeur de la CIA, le juriste Safoulé, le directeur du FBI et de la NSA devaient être attendus par le Congrès. Alors quand ces petits bâtards-là viennent écrire ça, l'objectif c'est quoi? Ils croient qu'ils sont plus forts que nous. Ils croient qu'ils sont plus intelligents. Ils croient qu'en écrivant ces genres de bêtises-là, on va tomber dans le panneau. Alors vous commencez à comprendre pourquoi je suis énervé contre le ministère de la Communication. Vous commencez à comprendre pourquoi je demande le départ du directeur de l'ERTM, le directeur de programme, le directeur de la rédaction. Vous commencez à comprendre pourquoi. Ils ne comprennent pas encore les enjeux auxquels on est confronté. Ils n'ont pas encore compris. Ils pensent qu'on est à l'époque ATT, paix à son âme, IBK, paix à son âme. On n'est pas à cette époque-là. Est-ce que le ministre de la Communication comprend qu'on est dans une autre dimension de la communication qui n'est pas celle des années passées? Malheureusement, donc, il ne tire pas les leçons. Voilà. Je répète toujours, la nature a horreur du vide. Vous laissez le vide et quelqu'un va venir combler. C'est pourquoi j'interpelle encore Assimi Goïta, avec tout le respect que je dois au ministre de la Communication, qu'il demande sa démission. Les 3 directeurs de l'ERTM, directeur général, directeur des programmes, directeur de la rédaction, il n'a qu'à les remercier tous. Ils sont 4 personnes, les 4 personnes n'ont qu'à partir. Le ministre et ses conseils, tous, ils n'ont qu'à balayer le ministère de la Communication, ils n'ont qu'à partir. Ils ne sont pas à la hauteur. Je n'insulte personne, j'expose les faits. Je ne manque de respect à personne, j'expose les faits. Et les faits sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été leur rôle dans l'information, le traitement adéquat de l'information? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Amenez-moi une seule émission de l'ERTM après ces attaques où l'ERTM a joué pleinement son rôle. Amenez-moi une seule émission. Alors, l'ERTM est sous la responsabilité du ministère de la Communication. Si l'ERTM échoue, pourquoi le ministre ne tire pas les leçons? Mais s'il ne dit rien, ben alors, qu'il soit remercié aussi, en même temps que ses conseillers ou ses collaborateurs, qu'ils partent tous. Nous sommes en mission et le peuple malien attend de nous des résultats. Mais si tu ne comprends pas la mission, va demander à ton patron, quelle est la mission que tu m'as confiée? S'ils ne comprennent pas, qu'ils aient demandé à Choguel, quelle est notre mission? S'ils ne comprennent pas, qu'ils aient demandé à Assimi Goïta, quelle est notre mission? Alors, ce qui est compliqué ici. Il y a une feuille de route qu'on a donnée au ministre de la Communication. Il y a une feuille de route qu'on a donnée au directeur de la Communication. C'est accompagner la transition. Mais qu'est-ce que vous faites pour accompagner la transition? Quelle est votre feuille de route?
Vous voyez? Et vous voulez qu'on se taise? Pourquoi? Parce que c'est eux qui me nourrissent. J'ai toujours dit, je n'envie personne. Dieu m'a tellement béni que j'ai pas de haine dans mon cœur contre quelqu'un. Quand je me réveille chaque jour, c'est une bénédiction. Dieu m'a trop béni pour ça. Je n'en veux personne. Wallah, billah, si moi je voulais leur poste là, je dis pas que c'est à tous mes cas, j'allais monter à Koulouba. Avec, ça dit que tout ce que j'allais faire un travail méticuleux, titanesque. Et puis je mets sur le bureau du directeur de la communication de la présidence. Et je dis, pardon, faut montrer ça à Sibi. Le ministre doit partir, le directeur doit partir. Mais moi, c'est parce que je veux leur bien que je parle publiquement ici. Pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas encore dans la dynamique. Sinon, mes ordinateurs à 5, puis je m'assois, je frappe un rapport, et puis je monte avec Akulba. Wallah, puis là, je vous donne pas une semaine, ou même vous place là. Mais ils ont quel problème? Ils ont quel problème? Alors, on va continuer rapidement parce que le deuxième élément, alors, je vais vous montrer pourquoi la communication est dangereuse. Well, good afternoon, everyone. Ok, écoutez ça. And for those of you who are traveling, welcome home. Ok, ça c'est qui? Ça c'est... Accurate information is vital to the health of anyone. Oh merde, Antonio. The Justice Department. Ok. Ça c'est qui? Vous le connaissez. Je mets ça là pour que vous puissiez bien regarder. Attendez. Oh là là, le micro vous gêne. Ok, vous pouvez voir ici, TikTok, Anthony Blinken. Ici, Facebook, Anthony Blinken. Écoutez ce qu'il va dire. The Treasury Department, the FBI, took a series of coordinated actions to counter Russian influence and interference in our elections, imposing sanctions, visa restrictions, and other measures. The State Department also designated the Russian state-funded and directed media company, Rossiya Segodnya, and Il dit ici que la Fédération de Russie appuie, soutient et finance les médias russes. Pas tous. Il y a des médias qui sont financés directement par la Russie. Mais c'est vrai. Est-ce que France Télécom, là, c'est pas... Emmanuel Macron n'a pas parlé devant tout le monde? Est-ce que... Attendez. J'ai l'impression que ce que je dis, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas appelé les diplomates pour dire il faut imposer un narratif? On va utiliser les médias que nous avons. France 24 travaille, RFI, TV5, et tous. Emmanuel Macron les a réunis pour dire il faut imposer notre... Il y a une femme même qui a été choisie pour ça. Alors quand Anthony Blinken, cet idiot, cette bêtise-là, cette merde, cette canaille-là, ce menteur, ce voleur, il vient attaquer la Russie, est-ce que les Américains n'ont pas eux-mêmes des médias? Alors, CNN travaille pour la Maison Blanche. ABC 7 News travaille pour la Maison Blanche. Je suis un connaisseur parce que j'ai vécu là-bas assez longtemps pour comprendre ça. NBC travaille pour la Maison Blanche. Le seul média qui se bat contre les médias appelés mainstream, c'est Fox News 11. Fox News. C'est eux qui se battent. C'est eux qui créent la balance pour équilibrer les communications. ABC, c'est n'importe quoi. NBC, c'est n'importe quoi. CNN qui est... Écoutez, alors, CBS, c'est la même chose. BBC, ça, c'est en Angleterre. C'est financé par qui? Alors, quand cet idiot-là vient nous dire, la Russie finance, est-ce que vous-même, vous ne financez pas des médias? L'Europe ne finance pas des médias? Mais nous, dans ça, là, on fait quoi? On est derrière, on traîne. Nos présidents mettent la responsabilité sur la responsabilité et la compétence. Ils demandent à des personnes d'élaborer une stratégie de communication telle que El Jazeera l'a fait pour le Qatar. Mais attends, quand vous arrivez à un niveau de votre vie et vous trouvez que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, je vous demande pardon, arrêtez de vivre, c'est mieux. Parce que moi, quand je rencontre une difficulté, Dieu dit, c'est pas la difficulté que lui regarde. Dieu dit, c'est comment vous traitez la difficulté, que lui, il décide soit de vous élever,
soit de vous rabaisser. Et moi, quand je suis en face d'une difficulté, je ne m'avoue jamais vaincu. Je réfléchis comment contourner. Non, jamais je ne contourne une difficulté. Je la transcende. Tomber, on le dit couramment, c'est comment tu te relèves quand tu tombes. C'est comment tu te relèves quand tu tombes. Est-ce que tu vas te relever et puis maudire la pierre, ou tu vas te dire c'est parce que j'ai marché, j'ai pas fait attention. Désormais, en marchant, tu dois faire attention pour ne pas faire ça. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que ces hommes-là qui sont à la tête de leur thème et du ministère de la communication, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut dire, hey, on a qu'à s'asseoir, sérieusement, quel est? Et puis, moi, c'est ça qui me tue. C'est-à-dire que je vois même pas quelqu'un qui dise que, ah, tiens, la parade de Kabaloumé. Amseka fonga de Bichou. Un job n'a qu'un boulot. Parce que le réseau, il y a même des hommes. Un job, c'est qu'un boulot. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les réseaux nous ont tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne le disent pas. Ils font semblant. Ils prennent des vidéos, ils coupent, ils mettent sur YouTube. Ils prennent des vidéos, ils coupent, ils mettent sur Facebook. Mabana. Pour eux, là, c'est ça qui est numérique chez eux, hein, c'est terminé. Et il n'y a pas autre chose. Le numérique s'arrête à ça. Prends une vidéo, couper, puis mettre. Je prie que Dieu, avec le président, entende ma voix et puis prenne des décisions. Parce que ça, là, c'est pas ça. Vous pouvez imaginer. C'est comme si Dieu même avait bien fait de me mettre à l'écart après ces attaques-là, pour que les gens regardent. Parce qu'on dit, toujours il attaque leur thème, toujours il parle de leur thème. Bon, attaquer que là, j'étais même pas là. Donc, leur thème, au moins, c'est une idée. Vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, donc vous voyez ici, même les Américains, ils attaquent la Russie sur le plan médiatique. Ils disent que les médias russes sont trop forts et trop puissants. Donc il faut les bannir. Et ils ont obligé Facebook à bannir 2 médias russes. C'est pourquoi je dis Facebook est en train de faire des bêtises. Il n'a qu'à regarder les sanctions de l'Union européenne. Ça, c'est retourné contre Facebook. Parce que RT seulement avait 7 millions d'abonnés sur Facebook. 7 millions d'abonnés. Donc, ils ont eu peur. Regardez, 7 millions d'abonnés. RT s'est créé il y a combien d'années? Sputnik, là, ça fait combien de temps? Parce que la Russie a compris la nécessité. La Russie dit, maintenant, vous n'avez qu'à aller en Russie pour... Quand on vous parle de la Russie, vous avez l'impression que c'est un pays archaïque, un pays de l'Antiquité. Mais allez regarder les infrastructures russes. Vous restez bouche ouverte. La Russie est plus belle aller et retour que toute l'Europe réunie. Même les États-Unis ne peuvent pas arriver à la cheville de la Russie. La Chine, alors là, on n'en parle pas. Ces 2 pays-là, aucun pays au monde ne peut atteindre ces 2 pays-là en termes de développement, infrastructure. Vous allez là-bas. Ceux qui vont en Chine savent de quoi je parle. La Chine, c'est un autre monde. La Chine, là, j'ai dit, c'est un autre monde. Allez là-bas pour voir. La Russie, c'est la même chose. Quand vous allez en Russie, et puis vous posez la question, attends, c'est ce pays-là qui subit toutes les sanctions qui sont là. Ils sont 3, pardon. L'Iran, la Russie, la Chine. Les 3 pays. Je vous invite. Vous pouvez peut-être ne pas aller, mais allez faire des recherches sur ces 3 pays. L'Iran, la Russie et puis la Chine. Malgré tout ce que les gens nous font savoir. Alors, mais ils ont travaillé. La Chine aussi a mis en place un système de communication. Tu ne peux pas t'amuser avec. Alors, pourquoi nous on s'amuse avec? Pourquoi nous on s'amuse avec? On met des gens qui sont là, croyant qu'ils ont les compétences, mais malheureusement, il n'y a pas de résultat. Même s'ils ont les compétences, il n'y a pas de résultat. Le président doit tirer les leçons et puis prendre sa responsabilité. C'est tout ce que je demande au président. On ne compte personne. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Alors donc, le dernier point que nous allons développer rapidement, on allait beaucoup trop loin. Je ne croyais pas pouvoir faire tout ce temps-là, c'était juste pour dire que je suis de retour. C'est la fête d'indépendance. Créer la psychose. Parce que si le Mali avait annulé la fête d'indépendance, subhanallah,
vous n'avez même pas une idée de ce qui serait produit. Dieu merci, Assimi ne l'a pas fait. Ça, je vous le promets, on va le développer en long et en large. Comme c'est un retour après quelques jours, on va s'arrêter là. Inch'Allah, on va reprendre sur le deuxième élément qui est le maintien de la célébration de la fête d'indépendance. Parce que d'autres États, ils auraient dit, on va faire seulement prise d'armes. Une célébration sobre, pas de défilé. Mais pourquoi le Mali est allé au défilé? Ça, c'est une information que vous n'avez pas. Si vous ratez la prochaine intervention de Keïta, sans différé, vous allez voir ça. Je vous donne toutes les informations, le fait qu'on a maintenu le défilé. Parce que c'était pas évident. Donc, on va garder le contact. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.